Je n'oublierai jamais le moment où j'ai vraiment vu Agnès Delacour, pas la propriétaire élégante et discrète qui m'avait loué l'annexe de sa maison, mais la femme derrière les façades, celle qui se battait pour tenir debout. Ce soir-là, à Sarlat-la-Canéda, le jardin baignait dans une lumière dorée, mais elle semblait faite d'ombre. Ses longs cheveux blonds, lisses comme une cascade, glissèrent devant son visage alors qu'elle tentait de fermer sa chemise blanche, les mains tremblant au point d'être incapable d'attraper un seul bouton. En m'approchant, je compris qu'elle pleurait. Pas bruyamment, pas dramatiquement. Non. C'était un chagrin silencieux, profond, d'une tristesse presque noble. Une larme roulait sur sa joue sans qu'elle ne tente de la cacher. Son buste légèrement volumineux faisait bâiller le tissu ouvert, révélant à la fois sa beauté et son désarroi. Ce n'était pas une scène de séduction. C'était le naufrage d'une femme qu'un mari lâche avait abandonnée pour une plus jeune, laissant derrière lui un vide brutal. « Je n'y arrive pas », murmura-t-elle, la voix presque brisée. « Tu peux m'aider ?» Cette simple demande me traversa comme une décharge. J'avais 26 ans. Elle en avait 57. Mais à cet instant, ce n'était pas nos âges qui comptaient, c'était sa vulnérabilité. Pure, désarmée, tendue vers moi comme une main en pleine tempête. Quand mes doigts touchèrent les siens pour attraper le premier bouton, je sentis son frisson. Son parfum, doux et triste, portait les cicatrices d'un amour trahi. Fermer cette chemise n'était pas un geste banal. C'était comme recoudre un morceau de dignité qu'elle n'arrivait plus à tenir seule. Et j'eus soudain peur de blesser ce qu'il restait de fragile en elle. Agnès inspira profondément lorsque j'atteignis le dernier bouton, comme si ce geste avait remis de l'air dans sa poitrine. Elle leva les yeux vers moi, et dans ce regard j'ai vu quelque chose changer, quelque chose s'ouvrir. Ce soir-là, dans ce jardin silencieux, j'ai compris que certaines rencontres ne relèvent pas du hasard, et que parfois, aider quelqu'un à fermer une chemise, c'est ouvrir une porte qu'aucun des deux n'était prêt à franchir. Avant que notre histoire commence, laissez-moi vous dire une chose. Ici, sur cette chaîne, chaque récit n'existe que grâce à vous. Si vous aimez les histoires de passion, de destin, de rencontres impossibles, alors prenez une seconde, une seule, pour vous abonner. Ce simple geste est minuscule pour vous, mais gigantesque pour moi. Il me permet de continuer à créer ces histoires d'amour qui vous font voyager, rêver, et parfois même frissonner. Et bien sûr, likez cette vidéo. Un clic, et vous m'aidez plus que vous ne pouvez imaginer. Et si vous voulez vraiment soutenir ce travail, laissez-moi un commentaire. Dites-moi simplement de quelle ville vous regardez. C'est un détail, oui, mais c'est aussi une façon de me dire « Je suis là, continue ». Parce que pour que ces histoires continuent d'exister, j'ai besoin de vous, de votre présence, de votre petit geste, de votre soutien. Maintenant, respirez. Oubliez le monde autour de vous. Et laissez-moi vous emmener dans une histoire où un simple bouton de chemise a été le début d'un destin que personne n'attendait. Je suis rentré plus tard que d'habitude ce soir-là. Le jardin d'Agnès était baigné par cette lumière dorée que seul Sarlat-la-Canéda sait offrir en fin d'après-midi. J'avais l'impression que tout était figé, comme si le temps refusait d'avancer. Puis je l'ai vue, immobile, au milieu des rosiers, la tête inclinée vers sa chemise blanche entr'ouverte. Ses doigts tremblaient. Je ne savais pas encore que ma vie allait basculer. Agnès portait sa beauté avec une forme étrange de tristesse, comme si chaque trait de son visage avait été sculpté par la douleur de l'abandon. Ses longs cheveux blonds tombaient librement dans son dos, un contraste doux contre le tissu blanc. Je suis resté silencieux un instant, surpris par son état. Elle semblait vulnérable d'une manière presque sacrée. « Bonsoir Agnès. Tout va bien ?» demandai-je, incertain. Elle sursauta légèrement, essuyant une larme trop tard. Je vis son sourire fragile essayer d'exister, mais il se brisa avant même de naître. Non, je n'arrive pas à fermer cette chemise, dit-elle d'une voix presque inaudible. Je me suis approché. Plus je réduisais la distance, plus je sentais son désarroi, comme une aura silencieuse. Son parfum, discret, élégant, mélancolique, se mêlait à l'odeur des fleurs du jardin. Elle leva les yeux vers moi, et dans ce regard, je vis une femme qui avait été aimée trop peu, ou trop tard.
Tu peux m'aider, Théo ?» Elle n'avait jamais prononcé mon prénom de cette façon. Un murmure, une supplique. Je sentis mon cœur accélérer, non pas de désir, mais d'un étrange instinct protecteur. Je hochai la tête doucement. Mes doigts effleurèrent les siens lorsqu'elle me tendit les pans de la chemise. Elle frissonna, presque imperceptiblement, mais je le sentis. Le premier bouton glissa entre mes doigts. Je le fermai avec une délicatesse presque ridicule, comme si un geste trop brusque risquait de la faire s'effondrer. Chaque bouton que je remontais semblait la redresser un peu plus, comme si je reconstruisais quelque chose qu'elle avait perdu. Elle respirait lentement, profondément. La proximité n'avait rien d'inconvenant, mais elle brûlait d'une intensité étrange, presque magnétique. Lorsqu'il ne resta que le dernier bouton, je levai les yeux. Elle me regardait. Pas comme une propriétaire regarde son locataire, mais comme une femme qui découvre, soudain, qu'elle n'est pas invisible. Je sentis mes joues chauffer, elle aussi. « Merci », souffla-t-elle. Juste ce mot. Mais dans sa voix, il y avait mille autres choses. La fatigue, la solitude, la gratitude, et quelque chose qui ressemblait à un appel à l'aide qu'elle n'arrivait pas à formuler. Elle fit un pas en arrière, mais ses yeux restèrent accrochés aux miens. « Tu sais, Théo, parfois, la vie décide pour nous. » Je ne compris pas immédiatement ce qu'elle voulait dire. Mais quand elle se retourna pour rentrer chez elle, je sus que ce simple bouton n'était que le début, et j'étais sur le point d'entrer dans une histoire que je n'aurais jamais imaginée. Toute la soirée, je n'ai pas réussi à chasser son image de mon esprit. Agnès, debout au milieu du jardin, sa chemise entr'ouverte, son regard brisé, c'était comme si quelque chose en elle avait fissuré, et que j'avais été témoin d'un moment qu'elle n'aurait jamais voulu partager. Je restais dans mon petit logement, à l'arrière de sa maison, essayant de lire, de me concentrer, mais mes pensées revenaient sans cesse vers elle. Je me demandais si elle allait bien, si elle pleurait encore, si elle regrettait de m'avoir laissé voir cette fragilité. Au bout d'un moment, je décidai de sortir pour prendre l'air. Le jardin était sombre, éclairé seulement par la lune et quelques lampes solaires plantées près des rosiers. L'air était frais, chargé d'humidité. Je marchais lentement, pensant que peut-être je la verrais à l'une des fenêtres de la maison, mais tout était noir. Je me dis que le mieux était de laisser le temps faire son œuvre. Pourtant, quelque chose en moi me tirait vers elle, comme un fil invisible. Le lendemain matin, je l'ai vue sur le perron, assise avec une tasse de café. Ses cheveux blonds tombaient comme un voile sur ses épaules. Elle semblait plus calme, mais ses yeux racontaient une histoire différente, une histoire de nuit trop longue et de pensées trop lourdes. Elle leva la tête quand je m'approchai, et je perçus un mélange étrange de gêne et de gratitude. « Bonjour Théo », dit-elle doucement. Sa voix était plus stable que la veille, mais quelque chose en elle hésitait encore. Je m'assis sur la marche en contrebas d'elle, en gardant une petite distance respectueuse. « Vous allez mieux ?» demandai-je. Elle détourna le regard, fixant la tasse entre ses mains comme si elle cherchait quelque chose à l'intérieur. « Je suis désolé pour hier. Je ne voulais pas que tu me vois comme ça. » Je secouai la tête. « Vous n'avez pas à être désolé. Tout le monde a le droit d'avoir un moment difficile. » Elle eut un sourire faible, mais sincère. « Tu sais, Théo, quand mon mari est parti, j'ai cru que je n'allais jamais me relever. On avait construit une vie entière, et puis du jour au lendemain, il a disparu. Pour quelqu'un qui avait presque l'âge de ma fille. » Elle ferma les yeux un instant. Je vis la douleur remonter, encore vive, comme une plaie mal refermée. Je ne comprends toujours pas ce que j'ai fait de si terrible pour qu'il ne veuille plus vieillir avec moi. Ces mots me serrèrent la gorge. Ce n'est pas vous le problème. Certains fuient quand ils ne supportent plus leur propre reflet. Elle eut un rire triste, presque amer. Tu es jeune, Théo. Tu dis les choses avec une facilité, comme si tu voyais clair dans ce que moi je transforme en labyrinthe. Je haussai les épaules légèrement. Je vois ce qu'il y a devant moi. Elle me regarda, étonnée. Et qu'est-ce que tu vois ? J'hésitais, juste une seconde. Une femme forte, magnifique, et tellement plus vivante que vous ne le croyez. Ses joues rosirent. Pas de séduction. Simple vérité. Agnès passa une main dans ses cheveux
comme si ce geste pouvait lui redonner une forme de contrôle. « Je n'ai pas entendu ça depuis longtemps, » murmura-t-elle. Je ne répondis pas. Je sentais que le silence avait son rôle. Un silence doux, pas un silence qui pèse. Elle inspira profondément, laissant retomber ses épaules. « Tu veux entrer boire un café ?» Je restai surpris. Elle ne m'avait jamais invité dans sa cuisine. « Oui, avec plaisir, » répondis-je. Son intérieur était chaleureux, décoré avec un mélange de goût, de nostalgie et de solitude. Des cadres sur les murs, des livres partout, des fleurs séchées dans des vases en verre. On aurait dit une maison qui avait été aimée, puis abandonnée. Elle me servit un café dans une tasse ancienne, ornée d'un motif bleu. « C'était un cadeau de mariage », dit-elle en la posant devant moi. Je relevai les yeux. « Vous n'êtes pas obligé de vous souvenir de tout ce qu'il vous a laissé. » Elle sourit doucement. « Peut-être pas, mais certaines choses, je n'arrive pas encore à les ranger dans des boîtes. » On parla longtemps. Pas de grandes confidences, pas de drame. Juste deux personnes qui se découvrent, avec prudence, comme si nous marchions sur un sol fragile. Parfois, nos mains se frôlaient en attrapant le pot de sucre ou la cuillère. Rien de volontaire. Mais chaque contact était comme une étincelle. Un rappel silencieux que quelque chose de nouveau, d'inattendu, était en train de naître. Quelque chose que ni elle ni moi n'avions décidé. Quand je me levai pour partir, elle posa une main sur mon bras. « Théo, merci d'être là. » Son regard chercha le mien, hésitant, presque effrayé de ce qu'elle pouvait y trouver. Je crois que je ne me suis pas senti vu depuis très longtemps. Une chaleur étrange monta en moi. « Je vous vois, Agnès, peut-être même plus que vous ne le pensez. » Elle baissa les yeux, troublée. Et au moment où je sortais de chez elle, je compris que ce café n'était que le premier pas. Car derrière son sourire fragile, je sentis qu'elle cachait quelque chose qu'elle n'était pas encore prête à dire. La pluie s'était mise à tomber sans prévenir, fine comme une brume d'hiver, mais assez pour recouvrir la petite place centrale de Rochefort-sur-Mer d'un voile argenté. Je sortais de l'épicerie du village, tenant mes sacs contre moi, quand j'aperçus Agnès sur le trottoir opposé. Elle portait un trench beige qui soulignait sa taille et ses cheveux noireaux, coupés au carré ondulé, se collaient délicatement à son visage. Elle riait toute seule en essayant de fermer son parapluie rebelle, et la vision, si simple, me frappa droit au cœur. J'eus l'impression de voir une scène de film, et j'en étais le spectateur impuissant, fasciné. Lorsque nos regards se croisèrent, quelque chose en moi se serra. Elle me fit un signe de la main, mais ce geste anodin éveilla un frisson étrange dans ma nuque. Je traversai la rue d'un pas rapide, évitant les flaques, et avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, j'étais déjà devant elle, trempé, ridiculement essoufflé. « Tu vas attraper froid comme ça », dit-elle en tirant doucement le col de ma veste. Sa proximité était désarmante. Je sentais son parfum subtil, mélange de jasmin et de quelque chose que je n'arrivais jamais à définir. Quelque chose d'elle. « Viens, on se met à l'abri », proposa-t-elle. Nous courûmes jusqu'à la vieille marquise du café fermé, la seule protection visible dans cette pluie soudaine. L'espace était étroit, si étroit que je pouvais sentir la chaleur de son corps irradier contre le mien. Une goutte glissa sur sa nuque, suivant la courbe délicate de sa peau avant de disparaître sous son col. Je détournai le regard pour ne pas me perdre dans cette image. J'étais censé être raisonnable. Elle était ma propriétaire. Plus âgée, plus expérimentée. Trop belle pour moi. Tu sembles ailleurs, Théo. Quelque chose te tracasse. Sa voix était douce, mais portait ce timbre perceptible de maturité, comme si elle voyait plus loin que les mots. Je bafouillai un non peu convaincant. Elle sourit, amusée. Tu n'es pas un bon menteur. Elle leva la main, hésita un instant, cet instant suspendu où je sentis mon cœur frapper ma cage thoracique, puis elle retira délicatement une goutte de pluie de ma joue. Son doigt glissa un peu plus bas que nécessaire. Mes poumons oublièrent comment fonctionner. Je fis mine de reculer, ou peut-être voulus-je m'approcher, je ne sais plus. La seule chose dont je me souviens est le tremblement intérieur, cette sensation que quelque chose dépassant toute logique était en train de se construire entre nous. Agnès, Mais je n'eus pas le temps de finir. Elle rit doucement, comme si elle comprenait le chaos qui se déroulait en moi.
Tu n'as pas besoin de te justifier. Tout va bien. » Le ton était rassurant, presque maternel, et pourtant, le regard, lui, n'avait rien de maternel. La pluie redoubla, battant la tôle au-dessus de nos têtes comme un tambour. Nous étions seuls dans cette bulle coupée du monde, une bulle où chaque respiration semblait trop forte, trop remplie de tension. « Tu sais, Théo, parfois j'ai l'impression que tu marches autour de moi comme si tu avais peur de me déranger. » Je sentis mes joues s'enflammer. « Ce n'est pas ça. C'est juste que tu m'intimides un peu. » Elle arqua un sourcil. « Moi, je t'intimide ?» Elle ria, un rire chaud, vibrant, qui me fit frissonner. « Tu es adorable. » Le mot me fit l'effet d'une décharge. Adorable. Pas sympa. Pas gentil. Pas serviable. Adorable. Et la façon dont elle l'avait dit, comme si elle goûtait le mot. Je me mordis la lèvre pour ne pas montrer combien cela m'atteignait. Je ne suis pas sûr que ce soit un compliment pour un homme. Elle se pencha légèrement, ses yeux fixés dans les miens. Je t'assure que dans ma bouche, c'en est un. Sa proximité fit monter un vertige délicieux. Si je tendais la main, je pourrais toucher sa joue. Si je me penchais de quelques centimètres, je pourrais goûter ses lèvres. Je devrais rentrer, sinon je vais vraiment tomber malade, dis-je finalement, reculant d'un pas pour me sauver de l'impulsion de l'embrasser. Elle hocha lentement la tête, mais son regard ne me quittait pas. « Je peux te ramener. »« Ce n'est pas nécessaire, j'habite à 2 rues. » Elle sourit, mais un éclat étrange traversa ses yeux. Parfois, même 2 rues peuvent sembler longues quand on est trempé. Cette phrase resta suspendue entre nous comme une nuance de quelque chose de plus. Nous marchâmes ensemble, elle sous son parapluie, moi sous la borda. Mais malgré la pluie, malgré le froid, quelque chose brûlait silencieusement dans l'air. À chaque pas, nos bras se frôlaient. J'essayais de rester calme, mais mon cœur battait à un rythme qui n'avait rien de raisonnable. Quand nous arrivâmes devant ma porte, elle resta là, immobile, me regardant comme si elle attendait que je dise quelque chose. Quelque chose que je n'avais pas le courage d'avouer. « Merci pour l'abri et pour tout le reste, » murmurai-je. Elle s'approcha d'un demi-pas, juste assez pour que ma respiration s'arrête. Puis elle posa sa main sur mon épaule, ses doigts glissant à peine contre mon cou. « On n'a fait que commencer, Théo. » Son murmure me transperça. Avant que je ne puisse répondre, elle se détourna, laissant derrière elle son parfum et une promesse silencieuse. Je fermai la porte lentement, déjà certain que ma nuit serait sans sommeil. Et surtout, que le lendemain changerait tout, parce que ce que j'allais découvrir le lendemain chez Agnès allait bouleverser tout ce que je croyais savoir sur elle. Je n'avais presque pas dormi. Toute la nuit, je m'étais tourné et retourné, tentant de comprendre ce qui, chez Agnès, éveillait en moi cette fièvre douce mais incontrôlable. Lorsque le soleil se leva enfin sur Rochefort-sur-Mer, je ressentis comme une urgence de la revoir. J'avais prétexté la veille que ma chaudière faisait un bruit étrange, ce qui n'était qu'à moitié faux, et, profitant de ce prétexte fragile, je décidai d'aller frapper chez elle. Le simple fait de monter l'escalier menant à son appartement me fit battre le cœur comme si j'allais à un rendez-vous interdit. Je frappai une première fois, puis une deuxième. Pas de réponse. L'appartement d'Agnès était silencieux, trop silencieux. J'étais sur le point de redescendre quand j'entendis un léger bruit derrière la porte, comme un souffle retenu ou un objet déplacé. « Agnès ? C'est Théo ? Tout va bien ?» Un silence suivit, lourd, presque inquiétant, avant qu'elle ne réponde d'une voix basse. « Entre. La porte n'est pas verrouillée. » Je poussai doucement la poignée. L'air à l'intérieur était différent de d'habitude, saturé d'un parfum plus intense que d'ordinaire, presque enivrant. Le salon, habituellement impeccable, semblait étrangement désordonné. Un plaid glissé au sol, une tasse encore chaude abandonnée sur la table basse, un livre ouvert face contre table. Je fis quelques pas avant de l'apercevoir, assise au bord du canapé, tenant son poignet comme si elle venait de se faire mal. Ses cheveux courts et ondulés tombaient sur son visage, cachant son expression. « Tu es blessé ?» demandai-je, m'approchant instinctivement. Elle secoua la tête. « Rien de grave, juste un petit vertige, ça arrive parfois. » Pourtant, quelque chose n'allait pas. Je le sentais. Elle évitait mon regard. Sa respiration était irrégulière.
Je m'accroupis devant elle, posant mes mains sur les accoudoirs pour ne pas franchir les limites. « Agnès, tu sais que tu peux me dire si quelque chose ne va pas. Je suis là. » Elle releva les yeux, enfin, et dans ce regard, je vis une vulnérabilité que je n'aurais jamais imaginée. Il y a des jours où tout me semble trop lourd, murmura-t-elle. Sa voix tremblait légèrement, mais pas de tristesse, de retenue. Je n'aime pas qu'on me voie comme ça. Je tendis la main vers son poignet, avec une lenteur volontaire, comme pour lui laisser une chance de se reculer. Elle ne le fit pas. Au contraire, elle laissa mes doigts envelopper son bras. Sa peau était chaude, presque brûlante. « Tu n'as pas besoin d'être parfaite devant moi, » dis-je doucement. Elle ferma les yeux un instant, comme si mes mots la touchaient plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Tu es jeune, Théo. Tu ne comprends pas. »« Alors explique-moi, » répondis-je, incapable de retenir l'élan de ma voix. Elle se leva soudain, faisant quelques pas vers la fenêtre. « Ce n'est pas si simple. Tu es mon locataire. Et moi, j'ai déjà assez de choses dans ma vie pour ne pas en ajouter d'autres. » Je restais immobile, attentif, mes yeux glissant sur la courbe de son dos sous son chemisier. « D'autres choses, comme moi ?» Elle se figea. Une silence épais nous enveloppa. Lentement, elle tourna la tête vers moi. « Tu ne réalises pas l'effet que tu me fais, » dit-elle d'un ton presque étouffé. « Et c'est précisément pour ça que je devrais te tenir à distance. » Je m'approchai, poussé par un instinct plus fort que mon bon sens. « Et si je ne voulais pas que tu me tiennes à distance ?» Elle recula d'un pas, mais son regard disait tout l'inverse. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme pour répondre, mais aucun mot n'en sortit. À la place, elle porta une main à sa nuque, exactement là où, la veille, une goutte de pluie avait tracé un chemin sur sa peau. Ce simple geste ranima en moi toute l'électricité de ce moment. « Théo !» souffla-t-elle, un avertissement fragile. Je m'arrêtai à un demi-mètre d'elle. Ma voix n'était plus qu'un murmure. « Je ne veux pas que tu fasses semblant d'être forte si tu ne l'es pas. Et je ne veux pas que tu me repousses si ce n'est pas ce que tu ressens vraiment. » Elle inspira profondément, sa poitrine se soulevant sous son chemisier satin. « Tu es en train de franchir une limite. Peut-être, mais tu pourrais me dire d'arrêter. » Elle ferma les yeux un instant. « Je sais, » répondit-elle. Son aveu résonna dans la pièce comme un souffle brûlant. Elle se retourna complètement vers moi, enfin. Sa main glissa sur le rebord de la fenêtre, comme pour s'y accrocher. « Je ne veux pas te compliquer la vie, Théo. Ni la mienne. » Je m'approchai encore, doucement, prudemment. Peut-être que la compliquer un peu en vaudrait la peine. Elle ouvrit les yeux, et cette fois, je vis dans son regard ce que j'avais à peine osé imaginer, du désir, du trouble, et une lutte évidente entre ce qu'elle voulait et ce qu'elle pensait devoir vouloir. Elle déglutit. « Tu ne sais rien de ce que je cache. » Je posai ma main contre le mur, juste à côté de son visage, sans la toucher. « Alors montre-moi. » Elle resta immobile quelques secondes, puis elle fit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle tendit la main, attrapa la mienne, et l'emmena vers une porte au fond du couloir. Une porte que je n'avais jamais remarquée. « Si tu franchis cette porte, Théo, tu ne verras plus jamais les choses de la même manière, » murmura-t-elle. Mon cœur se serra. Elle ouvrit lentement, et ce que je découvris à l'intérieur me coupa le souffle. Parce que derrière cette porte se cachait une vérité sur Agnès que je n'aurais jamais pu imaginer. Lorsque la porte s'ouvrit, un souffle frais s'en échappa, chargé d'une odeur de vieux papier, de bois ciré et d'un parfum doux qui appartenait incontestablement à Agnès. La pièce était plongée dans une pénombre délicate, éclairée seulement par la lumière qui filtrait derrière nous. Je fis un pas en avant, tandis qu'elle restait immobile sur le seuil, comme hésitant encore à m'offrir cette part d'elle-même. Mon cœur battait fort, non pas de peur, mais d'anticipation. « Entre » murmura-t-elle enfin. Sa voix était si basse qu'elle ressemblait presque à une prière. En avançant, je découvris que ce n'était ni un débarras, ni une chambre. C'était un atelier. Des toiles appuyées contre les murs, certaines vierges, d'autres partiellement peintes. Sur une grande table, des pinceaux, des tubes d'acrylique ouverts, une palette encore humide.
Mon regard se posa sur une toile tournée face contre le mur, comme si elle avait été cachée. « Tu peins » demandai-je, surpris mais admiratif. Elle entra derrière moi, refermant la porte d'un geste lent. « Je peignais » corrigea-t-elle. « Il y a longtemps. » Elle s'avança vers une toile recouverte d'un drap blanc. Ses doigts effleurèrent le tissu, mais elle n'osa pas le retirer immédiatement. Je me tus, respectant ce silence qui semblait avoir un poids immense. « Quand mon mari est parti, j'ai arrêté, » dit-elle finalement. Sa voix se brisa légèrement, mais elle ne détourna pas les yeux. L'art était ce que nous partagions. Il m'encourageait, il disait que j'avais un talent particulier. Et puis, il m'a remplacé, ses mains se crispèrent sur le drap, avec une femme plus jeune, qui posait pour lui. Le mot « plus jeune » tomba comme un éclat de verre sur le sol. Je m'approchai, posant doucement ma main sur son bras. Elle ne recula pas. « Agnès, tu n'as pas été remplacée. Tu as été trahie. Ce n'est pas la même chose. » Elle ferma les yeux, un souffle tremblant quittant ses lèvres. « Tu ne peux pas comprendre, » murmura-t-elle. « À un certain âge, les gens ne vous regardent plus de la même façon. On devient transparente. » Je secouai la tête. « Pas pour moi, jamais pour moi. » Elle rouvrit les yeux alors, et dans leur lueur, quelque chose se fissura, une barrière, une résistance, ou peut-être simplement sa solitude. Elle tira enfin le drap qui recouvrait la toile. Ce que je vis me figea. C'était elle, Agnès. Peinte dans une lumière presque irréelle, les cheveux tombant en cascade sur ses épaules, vêtue d'une simple chemise blanche qui glissait légèrement de l'épaule, révélant sa peau tendre. Mais ce n'était pas un portrait flatteur ou érotique, c'était un cri silencieux, un mélange de force et de fragilité, d'abandon et d'espoir. C'était la dernière chose que j'ai créée avant qu'il parte, dit-elle. Je voulais me rappeler que j'existais encore. Je restais sans voix. Quelque chose en moi se resserra. Ce tableau était un aveu qu'elle n'avait jamais prononcé. Je me tournai vers elle. « Tu étais magnifique. Tu l'es toujours. » Elle secoua la tête, un sourire amer effleurant ses lèvres. « Cette femme n'existe plus, Théo. »« Si, » répondis-je immédiatement. « Elle est juste là, devant moi, et elle est encore plus belle. » Elle inspira brusquement, comme si mes mots l'avaient touchée plus profondément qu'elle ne s'y attendait. Sa poitrine se souleva doucement sous sa chemise. « Tu es trop jeune pour dire des choses comme ça, » murmura-t-elle. Je m'approchai davantage, assez pour sentir son parfum chaud et léger qui dansait dans l'air. L'âge ne change rien à ce que je vois. Elle détourna le visage, mais pas assez pour me cacher la rougeur subtile qui colorait ses joues. « Tu dois partir, Théo, » dit-elle enfin à voix basse, avant que je dise ou fasse quelque chose que je regretterais. Je restai immobile. « Et si je te dis que je ne veux pas partir ?» Elle ferma les yeux, une lutte évidente se jouant dans son expression. « Tu compliques tout ?» « Ou peut-être que je clarifie enfin ce que tu refuses d'admettre, » répondis-je doucement. Elle rouvrit les yeux, et pendant un instant, si bref qu'il aurait pu être imaginé, je vis la vulnérabilité pure, totale, presque déchirante. « Je ne veux pas être un fardeau pour toi, » souffla-t-elle. « J'ai trop vécu, trop perdu. Tu mérites quelqu'un qui n'a pas tout ce poids. » Je m'avançai encore jusqu'à ce que nos souffles se mêlent. Je mérite quelqu'un de vrai, pas une illusion. Quelqu'un qui ressent, qui tremble, qui cache des cicatrices derrière des sourires, comme toi. Son regard glissa vers mes lèvres un bref instant, puis remonta vers mes yeux. « Théo » Sa voix n'était plus qu'un souffle. Elle leva une main, comme pour me repousser, mais ses doigts effleurèrent ma joue. Un contact si léger que j'aurais pu croire au vent, si mon cœur ne s'était pas serré avec violence. « Tu ne devrais pas me regarder comme ça, » murmura-t-elle. Et pourtant je n'arrive pas à m'arrêter. Ses doigts glissèrent le long de ma mâchoire, hésitants, brûlants. Puis soudain, elle recula d'un pas, comme si elle venait de réaliser l'ampleur de son geste. « Je dois te montrer quelque chose, » dit-elle avec une urgence inattendue. Avant même que je puisse répondre, elle contourna l'atelier et ouvrit un tiroir en sortant une petite boîte en bois sombre.
Ses mains tremblaient légèrement. « C'est pour ça que j'ai tant peur de m'attacher. » Elle posa la boîte devant moi. « Il y a quelque chose à l'intérieur que tu dois voir, avant que tout aille trop loin. » Mon souffle se suspendit. La boîte s'ouvrit, et ce que je découvris à l'intérieur changea tout. Parce que ce que cachait cette petite boîte menaçait de bouleverser tout ce que je croyais savoir sur Agnès. La petite boîte de bois était si légère entre mes mains que je craignais presque de l'abîmer en la touchant. Agnès restait immobile devant moi, les bras croisés, mais je pouvais voir qu'elle se protégeait. Ses yeux évitèrent les miens. Sa respiration était courte, nerveuse. J'ouvris la boîte lentement, comme si ce qui s'y trouvait pouvait exploser à la lumière. À l'intérieur, il y avait d'abord une lettre soigneusement pliée, jaunie par le temps. Puis, une bague. Une alliance d'homme. Je levai les yeux vers elle, perplexe. « C'est la sienne ?» demandai-je. Elle secoua la tête, la gorge visiblement serrée. « Non, ce n'est pas celle de mon mari. » Je restai un moment figé. Si ce n'était pas celle de son mari, alors de qui ? Le silence entre nous devint presque solide. Finalement, Agnès inspira profondément, comme une femme prête à plonger dans des eaux sombres. Cette bague appartenait à mon fils. Ma poitrine se serra. Je n'avais jamais entendu parler d'un fils, pas une seule fois. Elle continua, d'une voix qui tremblait à peine. Il s'appelait Julien. Il aurait ton âge aujourd'hui. Je sentis un frisson me traverser. La ressemblance n'était pas seulement dans l'âge, mais dans la manière dont elle me regardait parfois, comme si j'étais un souvenir vivant. Elle prit la boîte entre nous deux et referma le couvercle d'un geste lent. Il est mort il y a 3 ans. Accident de voiture. Une nuit de pluie. Elle avala sa peine comme on avale une brûlure. Depuis, chaque jeune homme que je croise me rappelle ce que j'ai perdu. Mais toi, c'est pire. Parce que tu me rappelles non seulement ce que j'ai perdu, mais ce que j'aurais encore pu avoir. Sa voix se brisa, comme une corde trop tendue. Je restai stupéfait, non pas par la révélation, mais par l'intensité de sa confession. « Agnès, tu aurais pu me le dire. » Elle secoua la tête. « Non, parce que je sais exactement ce que tu penses maintenant, que je te vois comme un substitut, que je te regarde avec les yeux d'une mère qui a trop souffert. » Elle se détourna, les mains crispées contre sa taille. « Tu vas croire que je projette sur toi quelque chose de malade, de bancal, et que tout ce que tu pensais que je ressentais n'était qu'une illusion. » Je m'approchai, sans la toucher. « Je ne pense pas ça. »« Mais tu pourrais, » répliqua-t-elle. « Et je ne le supporterai pas. Regarde-moi, » murmurai-je. Elle resta immobile quelques secondes avant de finalement se tourner vers moi. Ses yeux brillaient, mais aucune larme ne tombait, comme si elle avait pleuré trop de fois pour encore pouvoir pleurer. « Je ne suis pas ton fils, » dis-je doucement. « Je ne remplacerai jamais son absence. Et tu ne cherches pas ça. Je le sais. » Elle secoua faiblement la tête, comme si elle luttait encore contre ses propres pensées. « Je te promets que je ne te vois pas comme lui. Je te vois comme toi. Et c'est justement ça qui me fait peur. » Elle ferma les yeux, comme pour absorber mes mots. « Je ne veux pas m'attacher à quelqu'un qui pourrait disparaître aussi. » Un tremblement glissa dans sa voix. Je ne survivrai pas à une autre perte. Je me rapprochai lentement, suffisamment pour que nos souffles se croisent, mais pas assez pour la toucher sans invitation. Tu ne peux pas vivre dans la peur de perdre au point de ne plus rien laisser entrer. Elle rouvrit les yeux, et je vis une douleur profonde, mais aussi une chaleur qui circulait sous la surface. Théo, tu es en train de devenir important, bien trop important. Je levai la main, hésitant. Je voulais la toucher, mais je ne voulais pas franchir une frontière qu'elle n'était peut-être pas prête à traverser. C'est elle qui fit le mouvement final. Elle posa sa paume contre ma joue, douce, tremblante, chaude. « Tu n'as aucune idée de ce que tu réveilles en moi, » murmura-t-elle. Son pouce caressa ma peau avec une lenteur qui me fit frissonner. J'ai l'impression de retrouver quelque chose que j'avais perdu. Pas lui, mais moi, la femme que j'étais avant tout ça. Le souffle me manqua un instant. Alors laisse-moi te montrer que cette femme existe encore. Elle recula juste assez pour me regarder entièrement,
comme si elle cherchait à lire sur moi une réponse qu'elle n'osait pas demander. Son regard glissa vers ses propres mains, puis vers la bague, refermée dans la boîte. « Je veux avancer, Théo. Mais je ne veux pas que tu penses que je suis brisé. » Je secouai doucement la tête. « Tu n'es pas brisée. Tu es humaine. Et c'est ce qui te rend si belle. » Elle inspira profondément, ses épaules se relâchant légèrement. La tension entre nous devint presque palpable, chaude, vibrante. « Et si je te laissais entrer, vraiment ?» Cette question suspendit le temps. Je pouvais entendre le vent dehors, je pouvais sentir le parfum léger de sa peau, je pouvais presque percevoir la fragilité de son cœur battant dans sa poitrine. « Si tu m'ouvres la porte, Agnès, je ne partirai pas. » Elle déglutit lentement, ses yeux fixés aux miens. « C'est justement ce qui me terrifie. » Elle avança d'un pas, puis un autre. Sa main effleura ma nuque, légère comme un souffle. « J'ai besoin que tu me promettes quelque chose. » Je me penchai légèrement. « Tout ce que tu veux. » Elle approcha ses lèvres de mon oreille et murmura « Promets-moi que tu ne me feras jamais revivre ce vide. » Je n'eus pas le temps de répondre. Un craquement retentit dans la maison, sec, net, comme un bruit de pas sur une vieille marche. Agnès sursauta violemment et s'éloigna d'un geste brusque, sa main quittant ma peau comme si elle venait d'être brûlée. « Tu as entendu ?» dit-elle paniquée. J'hochai la tête. Le craquement résonna à nouveau, venant du couloir. Et soudain, son visage perdit toute couleur. « Théo » murmura-t-elle. « Je ne suis pas seule ici. Je ne l'ai jamais été, car celui qui se tenait dans l'ombre n'était pas un inconnu. » Lorsque je me suis réveillé ce matin-là, l'air de la maison semblait différent, comme si quelque chose avait glissé entre les murs durant la nuit. Je ne savais pas si c'était la présence silencieuse de Claire dans la chambre voisine ou la charge électrique qui continuait de courir entre nous depuis la veille, mais tout en moi vibrait encore. J'avais passé des heures à tourner dans mon lit, revoyant son regard brillant, ses lèvres tremblantes, cette façon presque hésitante avec laquelle elle s'était approchée de moi, puis s'était arrêtée juste à temps, comme si une limite invisible la retenait. Je me suis levé avec un étrange mélange d'impatience et de prudence, conscient qu'un simple geste aujourd'hui pourrait tout changer entre nous. En descendant l'escalier, je l'ai aperçue dans la cuisine, déjà habillée, coiffée, parfumée, trop belle pour une matinée ordinaire. Elle portait une blouse légère qui dévoilait ses épaules et une jupe fluide qui semblait danser à chacun de ses mouvements. Elle se retourna dès qu'elle sentit ma présence, comme si elle avait attendu ce moment depuis longtemps. « Bonjour » murmura-t-elle, d'un ton qui n'était ni vraiment innocent, ni entièrement assuré. Je ressentis une chaleur envahir ma poitrine. Elle savait exactement ce que son image provoquait en moi. Et pourtant, elle gardait ce petit sourire subtil, presque fragile, qui me désarmait plus que tout. Elle m'a proposé de prendre un café avec elle sur la terrasse, un geste simple, presque banal. Mais lorsque nous nous sommes assis, côte à côte, un silence chargé a pris place entre nous. Un silence qui en disait long. Ses doigts effleuraient machinalement le bord de sa tasse, comme si elle cherchait le courage de mettre des mots sur ce qui nous dépassait déjà. « Tu as bien dormi ?» me demanda-t-elle finalement. Je savais qu'elle connaissait la réponse. Moi aussi, je savais qu'elle n'avait probablement pas dormi. Quelque chose dans son regard me disait qu'elle avait autant pensé à moi que moi à elle. Après quelques minutes d'une conversation fragile, elle se leva soudain, disant qu'elle devait me montrer quelque chose dans son bureau. Intrigué, je la suivis dans le couloir. Son bureau, je le connaissais peu. Une pièce lumineuse, pleine de livres, de dossiers, d'odeurs de papier ancien. Mais aujourd'hui, il y avait autre chose. Sur son bureau trônait une enveloppe épaisse, cachetée, portant mon prénom écrit de sa main. Avant que je puisse dire un mot, elle me fit signe de m'asseoir. « C'est important », murmura-t-elle. Mon cœur s'emballa immédiatement. Une lettre ? Un contrat ? Une révélation ? Je n'étais pas certain d'être prêt. « J'ai quelque chose à t'avouer », commença-t-elle en s'asseyant en face de moi. Elle jouait nerveusement avec une mèche de ses cheveux, une habitude que j'avais remarquée chez elle chaque fois qu'elle perdait le contrôle. « Depuis ton arrivée ici, les choses ont changé pour moi, plus que je n'aurais dû le permettre. » Elle inspira profondément,
ferma les yeux une seconde, comme si chaque mot lui coûtait. Je me suis attaché à toi. Peut-être trop. Et maintenant, je ne sais plus si je suis ta propriétaire, ton ami ou quelque chose d'autre. Ces mots résonnèrent en moi comme une décharge. Je restais immobile, conscient que le moindre mot allait peser lourd. Avant que je puisse répondre, elle se leva et se dirigea vers la fenêtre. La lumière dessinait des reflets dorés dans ses cheveux, rendant la scène presque irréelle. « Je ne veux pas compliquer ta vie, ni la mienne, » continua-t-elle. « Mais ignorer ce que je ressens serait mentir, et je refuse de vivre dans le mensonge. » Elle se retourna alors vers moi, les yeux plus brillants que jamais, comme si elle venait d'ouvrir sa poitrine à main nue. Son honnêteté me bouleversa. Je me levai à mon tour, l'envie de m'approcher d'elle me brûlant la peau. Pourtant, quelque chose me stoppa. Une inquiétude, une question sans réponse. « Claire !» murmurai-je finalement. Elle m'observa, attendant que je continue. « Tu dis tout ça, mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette lettre? Qu'est-ce que tu as peur que je découvre ?» À ces mots, elle pâlit légèrement. Son regard s'échappa, comme si elle cherchait une issue invisible. « Parce que quelqu'un est venu hier soir, » lâcha-t-elle enfin. « Quelqu'un qui ne devait pas savoir que tu vivais ici. » Un frisson glacé remonta le long de ma colonne vertébrale. Je n'avais pas entendu de visite, je n'avais rien remarqué. Mais elle, oui, et cela semblait la terrifier. Elle reprit place en face de moi, les mains tremblantes. Cette personne, si elle découvre la relation que nous pourrions avoir, cela pourrait tout détruire. Pas seulement pour moi, pour toi aussi. Je sentis mes muscles se raidir. Qui pouvait avoir un tel pouvoir sur elle? Et pourquoi ma présence dérangerait-elle? « Claire, tu dois me dire de qui il s'agit, insistai-je. Elle secoua la tête. « Pas encore. Pas tant que je ne suis pas sûr que tu es en sécurité ici. » Sa réponse ne fit qu'alimenter ma confusion. Sécurité? Dans cette maison paisible? Dans cette vie que je croyais simple? Je pris la lettre sur le bureau et la tournai entre mes doigts. « Est-ce que ce qu'il y a là-dedans m'expliquera ce que tu refuses de dire ?» Elle baissa les yeux. « Peut-être. Mais une fois que tu l'auras lu, rien ne sera plus comme avant. » Sa voix tremblait légèrement, comme si elle savait que me donner cette lettre revenait à déclencher quelque chose d'incontrôlable. Je me sentis déchiré entre la peur de ce que j'allais découvrir et le besoin urgent de comprendre ce qui se jouait réellement. Je me levai lentement, la lettre toujours en main. Claire me regardait, comme suspendue à mon geste. J'hésitai une dernière fois, puis glissai l'enveloppe dans ma poche sans l'ouvrir. « Je la lirai, » dis-je simplement. « Mais pas maintenant, pas sans toi. » Elle inspira brusquement, surprise. Et dans ses yeux, je vis à la fois un soulagement et une inquiétude encore plus profonde. Comme si elle savait que, quel que soit le moment où je l'ouvrirais, cette lettre allait nous propulser vers quelque chose dont aucun de nous n'était prêt à assumer les conséquences. Je me retournai pour quitter la pièce, sans imaginer que, quelques minutes plus tard, en revenant au salon, je trouverais la porte d'entrée entrebâillée, et une silhouette inconnue venant tout juste de disparaître dans le couloir. La suite promet de tout bouleverser. Je suis resté immobile devant la porte entr'ouverte, le cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il résonnait dans toute la maison. Je savais que quelque chose venait de basculer. Claire n'était plus dans le bureau. La lettre brûlait toujours dans ma poche, et cette silhouette inconnue, elle n'était pas venue par hasard. Tout ce qu'elle m'avait avoué prenait soudain une dimension inquiétante. Je sentais encore son parfum dans l'air, cette chaleur délicate qu'elle laissait toujours derrière elle, comme une empreinte invisible dans chaque pièce. Et malgré la peur, malgré l'incompréhension, une seule chose s'imposait en moi. Je ne pouvais plus me détourner d'elle. Je revoyais son regard tremblant, ses mots hésitants, cette confession qui avait tout changé. Elle avait peur pour moi. Et maintenant, quelqu'un rôdait autour de nous, quelqu'un qui connaissait son secret, et peut-être le mien. Je me sentais pris dans un engrenage que je n'avais pas choisi, mais dont je ne pouvais déjà plus sortir. Mes sentiments pour elle, aussi chaotiques soient-ils, étaient devenus trop puissants pour être ignorés. J'aurais voulu la rejoindre immédiatement, la prendre dans mes bras, lui dire que je resterais quoi qu'il arrive. Mais quelque chose me disait que la nuit ne nous appartenait plus. Alors j'ai pris une décision. Une seule. Simple. Inévitable. Je lirai la lettre.
peu importe ce qu'elle contient, peu importe la vérité qu'elle tente de protéger. Parce que si je veux la sauver, et me sauver moi-même, je dois savoir contre quoi nous nous battons. Ce que je ne savais pas encore, c'est que cette lettre ne changerait pas seulement notre histoire. Elle allait révéler un danger bien plus proche que je ne l'imaginais.